Aujourd'hui, je vais vous présenter les lectures que j'ai faites la première moitié de février. Et il y en a 5. Il y a encore une fois une relecture. Il y a des lectures un peu bof. Et il y en a une surtout que j'ai énormément aimée. C'est parti. Le premier roman que j'ai lu en février, c'est La passeuse d'histoire de Sejal Badani, publié aux éditions Charleston. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme, Jaya, qui vit aux États-Unis de nos jours et qui se retrouve dans une situation d'infertilité. Elle ne peut pas avoir d'enfant avec son mari. Ça fait plusieurs fois qu'ils font des FIV, plusieurs fois qu'elle fait des fausses couches et elle le vit vraiment très très mal. C'est vraiment le but de sa vie puisqu'à côté, elle a réussi sentimentalement, elle a réussi financièrement, professionnellement, mais il lui manque vraiment ça. Et lorsqu'elle fait sa fausse couche de plus, elle va complètement s'effondrer, ce qui va mettre en danger la relation qu'elle a avec son mari. À partir de là, elle va décider d'aller en Inde sur les traces de sa famille, puisque sa mère est venue aux États-Unis quand elle était jeune et elle n'est plus jamais retournée en Inde. Elle n'a plus jamais parlé à son père, à sa belle-mère. Et lorsque Jaya apprend que son grand-père va décéder, elle décide d'aller sur place puisque sa mère, elle, refuse de retourner là-bas. Et donc, on va se retrouver sur un roman à double temporalité où on suit à la fois Jaya qui découvre l'Inde et qui en même temps découvre l'histoire d'une de ses ancêtres, donc sa grand-mère, oui, du coup, qui s'appelait Amaya. Alors, c'est un bon roman, j'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai beaucoup aimé la partie dans le présent également, ce qui est assez rare dans les romans à double temporalité, où en général j'aime beaucoup moins dans la partie dans le présent, qui finalement n'est qu'un prétexte à raconter la partie dans le passé, mais prétexte qui est plus ou moins bien fait. Parfois, je trouve que c'est un peu absurde. Là, j'ai trouvé que Jaya était un personnage très touchant. J'ai bien aimé sa quête, j'ai bien aimé la suivre avec ses failles, sa reconstruction. Et de manière générale, le récit est aussi très bien écrit, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé également découvrir un autre univers, puisque je n'ai jamais été en Inde. Et l'Inde, je pense que c'est un pays qui suscite beaucoup de clichés sans doute, mais aussi beaucoup de mystères, puisque c'est une culture tellement différente de la nôtre. Et ici, c'est vraiment pas une Inde de carte postale, une Inde magnifique qui est montrée, mais c'est vraiment, enfin, j'imagine l'Inde réelle, donc on va avoir le système des castes, on va avoir la façon dont ils vivaient, on va avoir une vraie incursion dans ce pays avec aussi leurs rituels, leurs coutumes religieuses, leurs célébrations. Et cette partie était vraiment fascinante puisque justement c'est complètement différent de ce qu'on connaît et j'ai découvert plein de choses. Donc j'ai vraiment énormément aimé cet aspect. Ce qui me rend un peu mitigée sur ce roman, c'est que malheureusement, il présente pour moi tous les clichés des romans à double temporalité. Et d'ailleurs, en le lisant, vraiment j'ai adoré au début, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et là, à partir de là, je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. Alors, je ne suis pas super, hein, je pense que tout le monde pouvait s'en douter. Et d'un coup, j'ai ressenti une énorme lassitude. Je me suis dit, oh non, on part encore sur ce schéma-là. Et j'ai été vraiment très déçue. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, je n'aime pas tant que ça les romans à double temporalité. Je les aimais beaucoup au début, mais en fait, c'est exactement toujours le même schéma. On a toujours le même déroulement des choses. Alors certes, on peut changer de pays, on peut changer l'histoire de la personne dans le présent à la base, mais la partie dans le passé est toujours exactement la même. Je vais spoiler un peu les romans à double temporalité en général, donc, et celui-ci aussi. Donc si vous ne souhaitez pas, vous pouvez passer un peu cette partie. Mais je trouve que tous les romans à double temporalité nous présentent une femme, d'abord, qui refuse les conventions de son époque. Elle est censée se marier, être une bonne épouse, et elle ne veut pas être comme ça. Elle rêve d'aventure, elle rêve des fois de faire des études, elle rêve de voyager. Bon, cette partie-là, j'aime beaucoup. Souvent, elle se retrouve mariée plus ou moins contre son gré. Elle a des enfants ou pas. Et puis ensuite, elle va rencontrer un homme qui vient d'un milieu complètement différent du sien. Donc soit elle est riche et il est plutôt pauvre, elle vient d'une famille bourgeoise et c'est un artiste bohème,
ou alors ils ont deux cultures complètement différentes, de religions différentes, de nationalités différentes, etc. Et il va y avoir une histoire d'adultère entre ces deux personnes qui va aboutir sur une grossesse illégitime donc, et à partir de là, souvent la femme va faire passer l'enfant pour l'enfant de son mari légitime, le mari ne va pas être dupe et ça peut entraîner toute une série de conséquences. Et vraiment, si vous y réfléchissez, c'est toujours ça. Il y a toujours un adultère dans toutes les histoires à double temporalité. Et en fait, ça m'a un peu lassée. J'aimerais bien voir autre chose. J'aimerais bien ne pas deviner dès le début ce qui va se passer. J'aimerais bien que quand un personnage entre dans l'histoire, je ne sache pas immédiatement qu'il va avoir une relation avec la femme, qu'ils vont avoir un enfant ensemble, que ça va poser des problèmes dans le futur, que c'est ça le drame de cette famille qui ne s'en est jamais remise et qui va faire qu'il va y avoir tellement de secrets qui retentissent encore dans le présent. J'aimerais vraiment voir quelque chose de nouveau en fait. Alors je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait inventer, peut-être quelque chose où il n'y ait aucune histoire d'amour finalement, on n'est pas obligé de s'accomplir uniquement à travers un homme ou une femme, ou enfin à travers une relation en général. Mais voilà, j'aimerais vraiment quelque chose de différent. Du coup, même si j'ai passé quand même un très bon moment de lecture, j'étais un peu lassée et un peu déçue de me retrouver dans le même cliché éculé que d'habitude. Donc ça a été une petite déception vers la fin. Ensuite, on va passer à une lecture qui était absolument géniale et que j'ai faite avec Sibylle du compte Sunset Avenue. Il s'agit de Rendez-vous avec le crime, qui est le tome 1 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publié aux éditions Robert Laffont. Alors, je vous en ai déjà parlé à la fois dans ma vidéo sur les sagas que je voulais commencer, à la fois dans mon dernier Follow My Read. Donc, dans ce roman, on va suivre deux personnages principaux. D'un côté, on a Delilah qui vit à Bruncliffe, qui sort d'un mariage difficile, qui s'est soldé par un divorce, et donc elle n'est pas au top dans sa vie financièrement ou même moralement. Et elle a monté une agence de rencontres matrimoniales qui marche quand même pas mal, mais pas suffisamment pour qu'elle soit à l'abri du besoin. En tout cas, elle lutte un peu au niveau financier. Et à côté de ça, on a un autre personnage, Samson, qui est aussi un enfant du pays et qui revient après 14 ans dans ce village. Samson, lorsqu'il était jeune, il s'est enfui de Bruncliffe. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Il a été à Londres. Il est devenu officier de police et il travaillait dans la brigade des stupéfiants, il me semble. Il faisait beaucoup de missions un peu où il était sous couverture. Et quelque chose s'est passé, on ne sait pas exactement quoi, mais apparemment il a fait une faute professionnelle et ses responsables l'envoient à la campagne. En gros, lui disent de quitter Londres, le temps de voir si l'affaire va se tasser ou non. Donc il revient à Bruncliffe et il a forcément besoin aussi d'argent puisqu'il n'a plus son job. Il va donc monter une agence de détectives et il s'installe dans le même local que Delilah. Donc le local lui appartient, elle est au rez-de-chaussée et lui il est au premier étage. Et Delilah, lorsqu'elle l'apprend au début, elle est vraiment furieuse puisque tout le monde en veut à Samson de n'être jamais venu à l'enterrement du frère de Delilah qui était son meilleur ami, de ne pas accomplir son rôle de parrain du fils du frère de Delilah. Et il ne s'est jamais justifié, il n'a jamais expliqué pourquoi il n'était pas revenu. Et donc, les gens de manière générale ne voient pas d'un très bon œil son retour dans le pays. À côté de ça, il va y avoir plusieurs meurtres de jeunes hommes qui vont survenir. Samson va être dépêché par la mère d'une des victimes pour trouver le coupable, puisque même si tous les meurtres ressemblent à des accidents, la mère, elle a cette conviction profonde que son fils a été assassiné et n'a pas eu un simple accident. Et donc, Samson va se mettre à enquêter et son enquête va finalement le mener dans l'entourage ou en tout cas autour de l'agence matrimoniale de Delilah. Clairement, l'agence joue un rôle central, mais on ne sait pas encore lequel. Et donc, ils vont se retrouver petit à petit à devoir faire équipe, à devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur pour pouvoir résoudre cette enquête. Ce Cozy Mystery est totalement à la hauteur de tout ce qu'on m'en avait dit. J'avais vu énormément de bons avis qui disaient que c'était leur saga préférée. Et clairement, je comprends tout à fait. C'est peut-être pas ma saga préférée, mais en même temps, j'ai lu qu'un tome, donc j'attends un peu
pour me décider, mais je l'ai vraiment adoré pour plusieurs raisons. Et la première, je pense que c'est le style. De manière générale, quand je lis un Cozy Mystery, j'en attends pas un style incroyable. Je veux quelque chose de sympa, qui soit bien écrit, mais divertissant surtout, avec une atmosphère un peu cosy forcément, et des meurtres qui tiennent la route. Je veux pas que ce soit évident qu'on trouve le coupable dès le début. J'ai envie de pouvoir un peu me creuser les méninges. Mais voilà, je ne suis pas trop regardante sur le style pour un cosy, alors que si je lisais un contemporain ou un classique, là clairement je serais un peu plus regardante. Et là, malgré tout, je trouvais que le style de Julia Chapman était vraiment à la hauteur et bien meilleur que la plupart des Cozy Mystery que j'ai pu lire. Je trouve qu'elle est hyper douée pour faire les descriptions, donc notamment les descriptions de paysages. Enfin, lorsqu'elle écrit Braincliff, les environs, les petites maisons, le pub, les champs, enfin vraiment on s'y croirait. C'est très très bien écrit, donc ça c'est vraiment un bon point pour cette saga. Et la deuxième chose, ce sont les personnages. Je trouve qu'elle a réussi à créer des personnages hyper intéressants qui ont chacun leurs caractéristiques, leurs failles, de façon à ce que dans les prochains tomes, on va vraiment les reconnaître comme celui-ci, c'est celui qui est toujours grognon, celui-ci, il est comme ça. Elle a vraiment réussi à très très bien les décrire et leur donner une voix. Et ça m'a beaucoup plu. Même s'il faut dire qu'au début, c'est un peu difficile à suivre puisqu'on rencontre énormément de personnages différents et comprendre les connexions qu'ils ont tous les uns avec les autres, c'est compliqué. Il faudrait presque prendre des notes et puis après, je pense qu'à force, ça viendra. Mais voilà, ces personnages sont vraiment une force, un atout majeur de ce roman, et notamment les personnages principaux. Puisque Samson et Delilah, ce sont deux personnages, on va dire, un peu à vif, qui ont vécu des choses assez tristes dans leur vie, ou en tout cas qui subissent des revers de situation assez importants, et qui malgré tout essaient de s'en sortir, essaient de surmonter ça. Donc ils sont pas forcément hyper sympathiques de base, surtout Samson qui peut avoir l'air un peu grognon, un peu prétentieux. Il a qu'une hâte, c'est de repartir à Londres et il est un peu en mode au début blasé d'être revenu un peu dans ce bled paumé. Mais on découvre vraiment leurs failles, leurs points forts et je trouve que l'alliance des deux, leur duo fait des merveilles. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est qu'on n'a pas la résolution de tous les mystères. Dans beaucoup de Cozy Mystery, on a des fois des petites histoires en fil rouge, mais qui ne prennent pas beaucoup de place ou qui ne sont pas hyper passionnantes. Là, on sent qu'il y a beaucoup de mystères. Qu'est-ce que Samson a fait exactement? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit de retour à Braincliff? Il y a tout un mystère avec la vente de la ferme de son père, également, pardon. Il y a également autour de Delilah des mystères, on va dire, sur son mariage, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et on sent que tous ces petits mystères qui ont été distillés dans le roman vont être toujours en toile de fond des prochaines enquêtes. On va avancer petit à petit sur ces mystères-là et j'aime beaucoup cet aspect. Ça me rappelle un peu la façon dont sont tournées souvent les séries télé, notamment les séries télé policières, où parfois on va avoir des personnages qui vont résoudre des enquêtes à chaque épisode. Donc à chaque épisode, on a un crime qui va être résolu, mais à chaque fois, on a en même temps une grande histoire qui, elle, va prendre toute la saison, par exemple, pour être terminée. Et c'est l'effet que ça m'a fait. Donc j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Ensuite, on va passer à Dakota Song de Ariane Bois, publié aux éditions Charleston, ici dans la version poche. C'est un roman qui avait très bien commencé pour moi et qui s'est fini plutôt dans la déception. Pour mon plus grand regret, puisque j'ai adoré le style de l'autrice, j'ai adoré le thème de départ, mais ensuite pour moi ça a été plutôt raté. Donc pour vous réexpliquer, on va suivre Sean, qui est un jeune homme de 17 ans, noir, qui vit à Harlem et qui va voir devant ses yeux son meilleur ami être assassiné à cause d'une histoire de guerre de gang. À partir de là, sa mère, comme elle a peur pour lui, elle l'envoie à Manhattan pour se cacher en gros chez son oncle qui travaille au fameux Dakota Building, qui était un énorme building au cœur de Manhattan où beaucoup de stars ont vécu, beaucoup de gens riches vivaient là-bas.
et c'était un peu un mythe new-yorkais. Et petit à petit, Sean va gravir les échelons de personne qui vit clandestinement, il va monter en grade jusqu'à être portier. Et de ce fait, en tant qu'employé, il va aussi être le témoin de la vie des habitants, de leurs peines, de leurs joies, au fur et à mesure des années. Le roman se passe dans les années 70 et on va couvrir globalement toute la période des années 70. Et il va y avoir, disons, le point fort du roman, ou autour de quoi ça va tourner un peu, c'est l'arrivée de John Lennon et Yoko Ono dans ce bâtiment, ce qui est une histoire vraie, puisque ça se base quand même sur pas mal de petites histoires autour du Dakota Building qui ont été réelles. Donc à part suivre Sean, on va suivre les habitants des différents appartements, donc des habitants qui sont quand même assez différents les uns des autres, parfois certains un peu fantasques, certains qui ont des failles, certains qui cachent des secrets, certains êtres torturés. Donc au tout début, l'autrice va vraiment nous présenter chaque personnage presque un par un. Un chapitre va être consacré à un appartement et ça peut même paraître un peu fastidieux puisque elle veut vraiment nous faire la biographie des personnages, comment ils en sont arrivés là. Donc elle va mentionner dans chaque chapitre leur enfance, leur évolution, leurs études, qu'est-ce qui fait qu'ils se trouvent ici. Mais ça ne m'a pas dérangée puisque comme il y a beaucoup de personnages, j'étais assez contente qu'on me les présente tous. Et ensuite, j'attendais vraiment de les voir interagir tous ensemble en fait, puisque ça me semblait être un roman choral dans lequel il y a vraiment des liens qui se forment entre les différents personnages. Et en fait, ce côté-là a été plutôt une déception pour moi, puisque ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, les personnages se croisent, bien sûr, des fois ils se parlent, voilà, ils s'entendent bien, ils se disputent, mais c'est vraiment plutôt 5-6 histoires différentes qui ont pour point commun le Dakota Building plutôt qu'une grande histoire. Et je trouve ça hyper dommage parce que ça aurait pu être génial de faire des histoires qui s'entrecroisent, qui se mêlent, qui ont des nouvelles ramifications. Mais l'autrice a vraiment trop cloisonné ces histoires pour moi. Et du coup, elle a raté l'opportunité d'en faire un roman très vivant, très chaleureux, où tout se vit intensément. Là, j'ai trouvé que finalement, ça en devenait un peu plat, puisque elle fait beaucoup d'ellipses aussi, donc on va avoir les années 70, et puis après, d'un coup, on est 5 ans plus tard. Un chapitre sur chaque personnage pour savoir où il en est dans sa vie. Hop, on saute encore 3 ans. Un chapitre sur chaque personnage. Donc finalement, le tout est un peu plat. C'est un peu comme si elle nous faisait un résumé de la vie des personnages, alors qu'on a envie de le voir écrit. J'ai pas envie de lire un résumé. Donc ça a été une partie qui m'a pas mal déçue, je dois dire. Et l'autre chose, c'est qu'en commençant ce livre, je pensais vraiment que le thème du racisme et de la ségrégation raciale aux États-Unis serait un point fort, serait mis en avant, et finalement pas du tout. Le fait que Sean vienne d'Harlem, c'est vraiment juste une excuse pour nous introduire dans ce bâtiment, puisqu'il faut bien un nouveau pour découvrir voilà, les secrets, les recoins de l'immeuble. Et donc il fallait un nouveau personnage qui rentre, on ne pouvait pas juste découvrir l'immeuble comme ça. Elle a choisi cet homme et pour que ce soit un peu plus facile, elle a construit toute cette histoire autour de Harlem, guerre de gangs, racisme, etc. Mais après, ça n'a plus aucun intérêt dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune discussion sur la ségrégation raciale, il n'y a aucun discours engagé, il n'y a aucune vraiment manifestation liée à ça. Sean, on n'apprend pas, on ne découvre pas son quotidien vraiment en tant qu'homme noir. Alors certes, il y a des moments où les personnages ne sont pas vraiment d'accord sur le fait d'avoir un portier noir, mais ça dure 3 pages et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et enfin, le dernier point qui m'a pas mal déçue aussi, c'est que l'autrice clairement a une très grande culture de cette période des années 70 aux États-Unis. Elle est très au fait de tous les faits justement qui se sont passés, de tous les grands événements, mais elle veut vraiment nous le montrer. Donc elle fait un peu ce que j'appellerais du fact dropping, je ne sais pas si ça existe vraiment comme expression, mais c'est-à-dire qu'elle veut tellement caser qu'elle sait ça, qu'elle sait qu'il s'est passé ça, qu'elle sait qu'il y a eu tel événement, qu'elle va chercher par tous les moyens à le mettre dans des conversations qui ne sont absolument pas naturelles. Donc on va avoir des scènes où d'un coup les personnages déballent comme s'ils lisaient une page Wikipédia sur un fait historique, alors que c'était pas du tout le thème initial.
Alors là, comme ça, j'ai pas vraiment d'exemple. Enfin, il y a un moment donné où l'un des personnages qui est psychothérapeute devient le psy ou psychiatre et le psy de Lauren Bacall, qui vit aussi au Dakota Building. Et à un moment, elle lui dit qu'elle est devenue un peu vieille et que du coup, on lui propose moins de rôles. Et là, il va lui dire quelque chose comme mais c'est pas vrai, vous avez encore des rôles. Regardez, l'année dernière, vous avez joué dans ça et l'année d'avant, vous avez joué dans ça. Alors certes, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'Oscar. La dernière fois que vous en avez eu un, c'était pour tel rôle. Mais quand même, il paraît que vous allez jouer dans tel film le mois prochain. Donc vraiment, c'est amené d'une façon complètement lourde et vraiment pas subtile. Et j'ai trouvé ça très dommage. Même chose avec John Lennon qui à un moment donné parle avec l'un des personnages et qui d'un coup se met à réciter sa discographie presque. Enfin, il parle de son succès. Oui, alors on a commencé comme ça, et puis à telle période, on avait déjà vendu 6 millions de disques, et puis j'ai gagné tant, et puis il s'est passé ça. Mais ça n'a aucun rapport avec la conversation initiale, donc c'est complètement illogique en fait, et ça ne paraît pas du tout réel, ça ne paraît pas du tout réaliste. Et donc pour moi, c'est tout ce qui fait que ce roman a été une déception, malgré le style qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est un style très entraînant, très vif, c'est vraiment bien écrit, mais l'histoire derrière ne tient pas la route. Ensuite, on va passer à un roman que j'avais reçu pour la masse critique de Babelio, et il s'agit de Le piège de papier de Kira Dupont-Troubetskoy, publié aux éditions Favre. Les éditions Favre, c'est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas, et très très contente d'avoir été choisie pour recevoir ce roman, puisque ça a été une excellente lecture pour moi. Dans ce roman-là, on va suivre une narratrice, une jeune femme, qui va nous raconter un peu sa rivalité avec un autre personnage qui n'est pas nommé. On a juste son initiale, elle. C'est un personnage qu'elle va rencontrer au lycée, mais avec qui elle ne va pas être amie, qu'elle va revoir à l'université, et petit à petit, au fur et à mesure de leur vie, elles vont avoir des moments où elles se rapprochent, où elles sont très très complices, très très intimes en amies. C'est presque de l'amitié amoureuse. Et des moments où leur vie s'éloigne complètement, où aucune ne donne de nouvelles à l'autre. Et à côté de ça, on va avoir en toile de fond le milieu littéraire, le milieu de l'édition, puisque les deux jeunes femmes écrivent des romans. Sauf que elle est, donc elle, le deuxième personnage, va avoir tout de suite un succès monstre, pendant que la narratrice, elle galère à faire publier son premier roman, même elle galère à écrire un premier roman. Et en fait, c'est l'histoire d'une amitié qu'on ne pourrait pas vraiment décrire de toxique, je trouve, mais d'une amitié assez fascinante qui m'a beaucoup rappelé l'amie prodigieuse dans les rapports qu'ont les deux jeunes femmes ensemble. C'est-à-dire qu'on a cette narratrice qui va se faire tout un monde de sa rivale finalement, puisque c'est plus une rivale qu'une amie. Elle lui prête souvent des intentions mauvaises, sans qu'on sache vraiment si c'est le cas ou si c'est plus sa paranoïa qui parle. Elle interprète les choses toujours de travers, ou en tout cas de manière toujours négative. Elle a un côté très autodestructeur. Elle a une personnalité où on sent que d'un côté elle ne sait pas s'imposer, et en même temps elle considère que tout lui est dû. Elle considère que le succès d'écrivain lui est dû, qu'elle est géniale. Alors elle ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment quand on suit sa fièvre de gloire, son envie de succès, on se rend compte qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'y a pas accès, alors qu'il y a plein de gens qui sont sans doute très talentueux et qui n'auront jamais de succès dans leur vie. Et elle en veut de plus en plus à son ami d'avoir, elle, du succès, tout en lui reconnaissant qu'il est mérité. Et elle va vraiment s'enflammer pour des petites choses, vraiment tout vivre comme du mépris envers elle, comme de la moquerie, de l'humiliation. Sauf que finalement, elle se crée ces situations-là. Et c'est un récit qui est vraiment fascinant, puisqu'on se demande jusqu'où la narratrice ira, qu'est-ce qu'elle va faire pour s'imposer, pour prendre le devant de la scène. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. De plus, l'écriture est absolument géniale. J'ai trouvé que l'autrice, elle avait un style qui était très sobre, mais vraiment percutant. C'est le genre de roman où on a envie des fois de souligner certaines phrases, d'annoter certains passages. Ça m'a beaucoup fait penser, encore une fois, au style d'Elena Ferrante. Donc un style qui est assez réaliste, qui ne s'embarrasse pas de grandes descriptions, de grandes
de phrases pompeuses, mais qui va vraiment extraire le côté brut de ce qu'elle veut nous dire et donc nous le livrer comme ça sans artifice. Je ne sais pas si ça fait vraiment, si ça a vraiment du sens ce que j'explique, mais en tout cas ça a été une excellente lecture. J'ai été fascinée par la lecture, par la descente aux enfers, puis l'ascension, puis de nouveau la descente aux enfers de cette narratrice qui est franchement antipathique. C'est d'autant plus fascinant qu'on n'a pas le point de vue de la rivale, on la voit uniquement au travers des yeux de la narratrice. Donc finalement, malgré tout ce qu'elle nous raconte, on ne sait pas où est la frontière entre le vrai et le faux. Ma seule petite déception, ce serait la fin pour moi, que je trouve un peu trop idyllique. Vraiment, vu la façon dont tout le roman se passait, moi j'aurais voulu une fin extrêmement dramatique, j'aurais voulu quelque chose qui finisse mal, ou en tout cas qui finisse dans le flou, où on se retrouve avec une fin ouverte, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et là, je trouve que tout se résout de manière un peu trop gentillette. Et ce côté trop doux de la fin, je trouve, a cassé un peu trop toute la tension dramatique qui avait été montée tout le roman. Donc pour moi, c'était un peu dommage, mais sinon une excellente lecture. Et enfin, je vais finir avec ma relecture. Il s'agit de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, je ne sais jamais trop, désolée, publié aux éditions Pocket. Donc une très vieille édition, mais que j'adore. Alors L'Attrape-Cœur, c'est un roman que j'ai lu, je pense, quand j'avais 14 ans, et ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'avais adoré le héros, j'avais adoré l'histoire, et je m'en rappelle m'être dit, j'aurais pu tomber amoureuse d'un homme tel que Holden, parce que je le trouvais très touchant. Donc quand on a vraiment adoré un roman, et qu'encore plus quand on l'a adoré à l'adolescence, pas à l'âge adulte, mais à l'adolescence, à une période où forcément nos sentiments, nos sens sont en émoi, il y a toujours un peu cette peur quand on le relit à l'âge adulte, donc en tant que personne mature, on va dire, de se dire est-ce que je vais autant aimer, est-ce que finalement je m'en suis pas fait tout un film et en fait c'est nul, ou est-ce que je vais être déçue cette fois-ci, je vais avoir une interprétation différente qui va me gâcher le livre. Et en fait pas du tout. Alors j'en ai quand même une interprétation un peu différente, mais ça a été un régal de relire ce roman, je le trouve absolument génial. Je trouve que c'est une description parfaite du spleen de l'adolescence, de ce côté un peu paumé parfois qu'on peut ressentir, ne pas trouver sa voie, ne pas se sentir en adéquation avec les autres personnes, avoir l'impression de ne pas vivre la même vie d'adolescent simple et limpide, alors que finalement je pense que tout le monde lutte un peu pendant l'adolescence pour différentes raisons, mais personne ne se sent hyper bien dans sa peau, ou en tout cas à mon avis c'est plutôt rare. Et là je trouve que c'est merveilleusement mis en avant. Dans ce roman on va suivre Holden Caulfield, qui est un jeune homme de 16 ans qui va se faire virer pour la énième fois de son lycée 3 jours avant les vacances de Noël. Et comme il ne veut pas rentrer plus tôt et qu'il a un peu peur d'affronter ses parents et de leur dire, pendant 3 jours, il va un peu errer dans les rues de New York et on va le suivre au gré de ses pérégrinations, au gré de ses pensées, au gré de ses rencontres. C'est un jeune homme qui est vraiment très attachant, même si on peut lui reprocher un peu son côté bougon parfois. C'est-à-dire qu'il a un côté très désabusé, très cynique. Il est toujours en train de tout critiquer. Il y a plein de choses qu'il ne trouve pas grâce à ses yeux. Il est toujours un peu déçu par telle ou telle personne ou telle chose qui se passe. Il a vraiment ce côté très renfrogné, très bougon. On a envie un peu de le secouer et de lui dire souris un peu. Et en même temps, il est ultra attachant puisqu'il a une sensibilité, une empathie vraiment très développée. En fait, on sent que malgré tout ça, il n'a pas envie de faire de peine à personne. Même les gens qu'il n'aime pas trop, finalement, il va quand même bien se comporter avec eux, ou il va finir par leur trouver une qualité ou quelque chose qui leur donne un peu grâce à ses yeux. Et il a vraiment ce côté où on sent qu'il ressent les sentiments des autres, puissance 1000. C'est quelqu'un qui bouillonne. J'imagine qu'à notre époque, on le qualifierait d'hypersensible. Donc il vit les choses tristes de manière hyper amplifiée, les petits bonheurs de manière hyper amplifiée. Et c'est quelqu'un qui s'attache vraiment sur les petits détails, sur les petites joies des fois du quotidien. Et c'est hyper touchant à lire. Il a aussi beaucoup d'amour pour sa petite sœur
et j'adore ces passages-là, j'adore les passages où il parle d'elle, parce que vraiment c'est des moments où il fait, on va dire qu'il fait tomber ses barrières, la glace fond et on découvre vraiment le personnage qui en fait finalement se blinde un peu sans doute parce qu'il ressent tout trop fort et qu'il n'a pas envie d'avoir trop de peine dans sa vie. Donc c'est vraiment un roman excellent. C'est aussi un beau reflet de cette époque-là, puisque ça se passe dans les années 50, je ne l'ai pas dit, donc c'est pas un adolescent de nos jours, c'est pas le monde de nos jours, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant à suivre. Et c'est un roman qui est écrit de manière, en fait c'est Holden qui nous parle, donc de manière parlée, avec le parler de l'époque. Donc on a, c'était beaucoup d'argot, beaucoup de langage assez familier. Mais ça colle hyper bien. Moi qui n'aime pas la vulgarité dans les romans, ici c'est juste complètement naturel. C'est vraiment le ton de cet ado. L'auteur, qui était déjà un adulte, se met dans la peau d'un ado de manière hyper bien faite. Je sais que certains trouvent que c'est pas bien fait, justement, que c'est dépassé, mais bon voilà, il faut se rappeler que c'est un roman qui se passe dans les années 50. Et j'ai trouvé ce petit côté familier et désuet vraiment hyper assez mignon en fait à lire de nos jours, puisque malgré tout il vient d'une bonne famille, quelqu'un qui fait partie de la bourgeoisie en fait, donc il a beau avoir des mots d'argot, il a beau avoir ce côté un peu familier, il va toujours quand même bien parler finalement quand il parle avec d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à suivre. On le suit aussi dans beaucoup de rencontres qu'il va faire, certaines tristes, certaines joyeuses, certaines qui sont plutôt drôles. C'est vraiment un roman presque tragique-comique, ou plutôt doux-amer, je dirais, que je ne peux que vous conseiller. Je ne pense pas que j'en parle très bien malheureusement, mais c'est vraiment un roman à lire. Voilà pour la description, pour la présentation de tous les romans que j'ai lus dans la première moitié de février. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à me dire lesquels vous tentent. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!